Centre Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc. La moyenne d'âge du FC Metz en a pris un coup avec les révélations Mbala et Mounongo, désormais acteurs majeurs du 11 de départ de Benoît Thavenot. Retour sur ces nouveaux visages, facteur d'espoir. Avant une ultime trêve internationale, le FC Metz se déplace au Roison Park pour y affronter le Stade Rennais, parfait pour retrouver Esteban Le Paul avant match. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro du Graoli Mag avec aujourd'hui une petite cure de jouvence dans l'effectif du club. Évidemment, on va revenir sur le hit du moment, on attend Mbala et Believe Mounongo. On viendra également sur le match qui aura lieu ce week-end, mais aussi sur l'actualité du club à la Croix-de-Lorraine et de manière internationale aussi, vous allez le voir. On va parler de tout ça avec nos chroniqueurs du jour et je commence avec Rémi Alézine qui s'est emparé du fauteuil. Salut à tous, on m'a mis dans le fauteuil, j'ai pas dit non. C'est beau, tu vois, il y a des négociations comme ça, elles sont très simples. Ouais. Tu vas dans le fauteuil, oui, très bien. À tes côtés, ils sont deux dans le canapé. On commence avec Yening Bakoto, tu t'es venu la semaine dernière. Salut Emric, salut tout le monde. On retrouve aujourd'hui sans Bounassar, mais avec Bertrand Antoine. Ah bah vous perdez au change là. Oh, ça dépend ce qu'on recherche. Ça dépend ce qu'on cherche. Tout n'est pas une question de cardio. On verra ça. On va évidemment lancer notre voix off qui est là depuis le début de cette année 2026. Nathan est avec nous pour cette émission. Salut Nathan. Salut Emric, salut tout le monde. On va passer à la première partie de cette émission. C'est l'actu de la semaine. L'actu de la semaine qui touche plus ou moins le FC Metz. Il a fallu aller chercher quelques liants quand même, mais vous n'êtes pas passé à côté de cette actualité. On a beaucoup parlé de la CAN pendant pas mal de temps dans cette émission. Elle est terminée, mais pas tout à fait. Il y a des prolongations, que vous le vouliez ou non. La CAF qui annule le titre du Sénégal lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir quitté le terrain, il faut se référer au règlement, si on en croit justement ce rapport. Et finalement, eh bien, le Sénégal avait sorti de champion d'Afrique va être retiré au profit du Maroc. Messieurs, au-delà du timing, au-delà de tout ça, on va dire que c'est sorti un peu au milieu de nulle part tout ça, Rémi. Ouais, on s'y attendait plus en fait. J'ai l'impression, alors je suis ni sénégalais ni marocain, donc je suis moins passionné par ce match-là, mais j'ai l'impression que la fin de match chaotique avait été avalée, j'ai envie de dire comme ça. C'est vrai que je l'ai regardé la finale de la CAN, je n'ai pas aimé le spectacle, je n'ai pas aimé quand les Sénégalais sont partis. Je me suis dit, comme lorsque tout sportif quitte le terrain de sport, normalement c'est forfait dans tous les sports, mais on a officialisé ce résultat, le trophée a été soulevé, la CAN a été célébrée, et j'ai du mal à accepter qu'aujourd'hui on revienne là-dessus, même si je comprends le point de règlement qui pour moi est incontestable. Mais j'ai l'impression qu'avec cette temporalité, c'est-à-dire que cette décision aurait dû être prise le soir du match, avant même le coup de sifflet final. Vous discutiez avec les Sénégalais, vous le mettiez face à la réalité. Si vous faites ce geste, justifié ou pas, la décision arbitrale, c'est pas le sujet. Il y en a dans tous les matchs des injustices arbitrales. On vous met devant le fait accompli, vous sortez du terrain, vous perdez ce match. Voilà. Et après, on aurait pu remettre le trophée au vainqueur. Mais là, on a gâché cette CAN à tout jamais. Parce qu'un trophée de cette envergure, il doit être fêté, il doit être célébré, c'est-à-dire que ça doit être dans le stade, ça doit être par l'équipe qui le mérite ou pas, mais bon, voilà. Donc pour moi, cette CAN, elle est gâchée à tout jamais. Quel que soit le vainqueur, maintenant, c'est pas un vainqueur au rabais, parce que les deux équipes ont fait un parcours et les deux équipes comportent des joueurs qui méritent d'aller chercher ce trophée. Mais voilà, en prenant trop de temps, voilà, on a gâché un trophée, on laisse planer une sorte d'ambiguïté sur cet événement. Et franchement, alors que le foot africain a pu faire de preuves en matière de très haut niveau, de champion, de coach, on voit les résultats qui sont de mieux en mieux dans les Coupes du Monde. Et ça fait depuis au moins 20-30 ans. L'équipe du Sénégal qui affrontera l'équipe de France d'ailleurs pour la prochaine Coupe du Monde. C'est la première affiche du Sénégal. Et qui était un beau champion d'Afrique, comme le Maroc pouvait être un beau champion d'Afrique. Mais là, il n'y a plus de beau champion d'Afrique, en fait.
Très rapidement, Yenny, Bertrand, c'est vrai que là, le Sénégal ne compte pas s'arrêter là, donc c'est une histoire qui va encore continuer. Direction le tribunal arbitral du sport pour lancer une procédure d'appel. Mais c'est vrai que c'est peut-être aussi ça qui est critique dans cette histoire, c'est que c'est loin d'être terminé et que je pense qu'on va entendre parler encore longtemps en fait, de cette histoire. Moi, je ne comprends pas en fait, le fait d'officialiser en fait, cette nouvelle, entre guillemets. Mais parce que en fait, si le Sénégal fait appel et que le Sénégal gagne cet appel, donc on va remettre encore le trophée au Sénégal. Donc il y a beaucoup d'incompréhension en fait, dans le timing aussi de ce dossier-là. Donc moi, je ne comprends pas. J'ai du mal à comprendre en fait, le timing. Et comme l'a si bien dit Rémi, ça gâche entre guillemets le football africain, ça gâche un petit peu tout ce qui a été fait pendant des années et des années, la progression que le football africain a su avoir pendant plusieurs années. Cette CAN qu'on pensait être une très belle CAN, parce qu'elle a super bien débuté, c'était une super CAN, et c'est entaché par justement ce genre de communiqué-là. Et malheureusement pour le Sénégal, malheureusement pour le Maroc, ça vient ternir un petit peu l'image du football africain. Et puis même au-delà de ça, au niveau des célébrations, Bertrand, toi qui étais à la finale, c'est vrai qu'il y a ce but de Pape Gueye, il y a tous ces rebondissements, avec cette Panenka notamment, avec ces joueurs qui ont quitté le terrain, et puis cette célébration de trophée aussi. Aujourd'hui, tu vas enlever cette partie d'émotion à certains et tu vas empêcher une autre nation de l'avoir, parce qu'aujourd'hui le Maroc ne pourra pas célébrer, en tout cas pas du tout de la même manière, et ça ne va pas être perçu de la même manière par tout le monde. C'est très particulier, effectivement, et comme tu le disais à juste titre, le football, il doit se pratiquer sur le terrain et pas en dehors. Effectivement, je ne vais pas revenir sur les propos de Rémi et d'Yenny, ils ont tout dit, ils ont tout résumé. Voilà, moi je suis triste pour le football d'une manière générale parce que, comme je le disais, le football pour moi c'est sur le terrain. Ils n'ont pas eu la bonne réaction, en tout cas je parle des Sénégalais sur le moment, ça c'est une certitude, on ne peut pas le nier. Ouais, c'est clair. Mais malheureusement, effectivement, là les Marocains, j'étais à côté d'eux, donc j'étais à côté d'un jeune Marocain qui était hyper sympathique, j'étais tellement malheureux pour lui par rapport à tous les événements de la fin de match et on leur a privé effectivement dans ces cas-là d'un moment de joie, de partage, de liesse. On a vécu 98 en France, c'était assez fantastique. Parce qu'il y a aussi ce timing d'avoir été pays hôte de la compétition. Excuse-moi ? Il y a ce timing d'avoir aussi été pays hôte de la compétition qui enlève encore un peu plus de tension à tout ça. Clairement, et puis après, les Sénégalais qui sont forcément dans l'incompréhension parce que ils sont revenus sur le terrain. Il n'y a pas eu de décision, comme tu le disais Rémi, qui a fait suite. C'était pas dans l'immédiateté, dans les 48 heures, quand c'était encore chaud, au vu de ce qui avait été fait. On a des joueurs qui l'ont appris en sortant de leur match de Ligue des Champions. On a les images de Hakimi ou encore de Brahim Diaz, sur des joueurs qui l'apprennent comme ça. Je ne sais pas s'ils ont été un peu préparés en amont, en mode on vous prévient, il va y avoir une décision aujourd'hui ou pas, mais c'est un peu lunaire, quoi. Ah ben clairement, et puis c'est particulier pour les Marocains de pouvoir gagner ce titre de cette manière-là. Et c'est dur pour le peuple sénégalais, les joueurs. La coupe, elle est encore au Sénégal. Les médailles sont aux joueurs. Je ne sais pas comment ils vont faire. Puis comme tu disais, Yenny, de toute façon, là, il y a le TAS qui va s'en mêler. En tout cas, le Sénégal a fait appel. Donc voilà, c'est... Il y a un article qui va toucher plus ou moins le FC Metz, l'article 59, qui dit que toute équipe déclarée forfait peut être disqualifiée pour l'édition suivante. C'est-à-dire peut-être pas de Coupe d'Afrique des Nations pour le Sénégal la prochaine fois. Alors moi je fais le rapprochement avec les As, que beaucoup de joueurs du FC Metz peuvent aller en sélection, c'est ce qu'on a encore fait pour le Sénégal avec Habib Diallo et Cheikh Tidiane Sabaly, mais tu perds quand même une grosse écurie de ta compétition aussi avec ça. Moi il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que là on était déjà sur un appel, donc il y a quand même eu une première décision de la CAF qui a décidé d'aller à l'encontre de la requête formulée par la Fédération marocaine, qui a été dans le sens des Sénégalais. Donc déjà, c'est là qu'il y a une incompréhension, parce que là, c'est un autre organisme qui va donc, à un moment donné, se positionner, et peut-être qu'il va encore inverser la décision qui a été prise. Et c'est là que ça amène un flou, et je pense qu'effectivement, comme vous l'avez très bien dit tous les deux, le football africain n'a pas besoin de cela. Il y a plein de belles choses. J'ai eu cette chance d'aller au Sénégal, d'aller dans un pays où ça respire le football, et c'est sans doute bien vrai au Maroc, pour prendre ces deux pays, et dans tous les pays marocains ou africains, pardon.
Surtout que l'article, en plus, l'article existait. C'est pas comme si l'article vient de sortir. La décision qui prend des mois, je comprends pas. Je comprends pas. Donc c'est. Mais en fait, Rapidement, il y a quelque chose qu'on n'accepte plus dans le football, et ça a commencé avec le VAR. Moi, je suis opposé depuis le début. C'est qu'on n'accepte plus quelque chose qui faisait partie du charme de football, qui est le jugement sur l'instant T, avec l'acceptation de l'erreur, avec l'acceptation parfois de l'injustice, qui faisait partie du football. Moi, j'ai plein d'émotions de football qui commencent à être vieilles, où il y a une part d'injustice, d'ambiguïté, et ça fait partie de cette histoire-là. Le VAR, ça l'a aseptisé en partie, et ça génère encore beaucoup de frustration. On a ces décisions qu'on a commentées, qui concernent le FC Metz. Pourquoi Gbama prend plus cher que d'autres joueurs pour des gestes qui ont l'air de la même manière. On est sur un jugement, une temporalité qui devient plus longue et qui génère plus de frustration que lorsqu'elles sont jugées par un homme dont on peut accepter l'erreur parce qu'elle est faite sur le moment. Et on est encore dans cet effet-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CAN, elle s'est terminée il y a plusieurs semaines, on ne connaît pas le vainqueur, et désormais, le pire, c'est que quel que soit le vainqueur, il ne sera jamais contesté. On va évidemment suivre ce qui se passera dans les prochaines semaines, voire peut-être les prochains mois. On ne connaît plus vraiment les temporalités dans ce genre de décision. On va passer rapidement à la suite parce que y a les matchs qui ont eu lieu et ceux qui vont avoir lieu. Petit point sur les féminines du FC Metz très rapidement parce que le nouvel épisode de la chronique d'Adeline Janella est sorti avec Chloé Dabadji, un dos à dos, histoire de faire un peu plus connaissance et de savoir quel brassard pourrait lui donner Marine Morel. C'est un peu notre mission pour cette fin d'année, de comprendre un petit peu les enjeux de cette équipe féminine, les féminines qui joueront face à Grenoble ce week-end. L'occasion pour nous de faire un petit tour d'horizon des différentes rencontres de ce week-end pour toutes les équipes du FC Metz. Alors il y aura la nationale qui jouera contre Drancy, ce sera ce samedi. Saint-Priest FC Metz en U19. On attend de voir ce qui se passera du côté des U17 entre Chorul-Lusitanos et le FC Metz. Quand on sait ce qui s'est passé avec Toafilou Maoulida notamment la semaine passée, les vétérans auront aussi rendez-vous face à les SAP Metz. Ce sera ce samedi. Cette parenthèse d'actualité qui ne se referme pas totalement, Nathan, parce que breaking news, on a envie de dire. Et on l'attendait, c'est la liste de l'équipe de France. Et je vais tuer le suspense tout de suite, Mathieu Hudol n'est pas retenu. On a Lucas Digne et Théo Hernandez au poste de latéral gauche. Ça fait partie un petit peu des envies de l'opinion populaire ces dernières semaines après la saison de Mathieu Hudol qui ne fait pas partie de la liste Yeni. En tant que supporter du FC Metz, que l'attachement pour Mathieu Hudol est forcément déçu. Est-ce qu'on y voit un côté logique ou pas ? Logique, je dirais oui et non, parce qu'on sait que le sélectionneur a ses joueurs, a son groupe, mais non au vu des prestations de Mathieu Hudol aussi, parce qu'il fait une très grosse saison, et c'est dans la continuité de la saison qu'il a sorti l'année passée avec le FC Metz. Je suis un peu déçu pour lui, parce que je pense que c'était le bon moment pour le tester, et en plus, bon, il est dans une bonne dynamique, il est en confiance, je pense qu'il a atteint justement cette maturité-là du haut niveau avec le RC Lens. Et je pense que un appel serait une récompense en fait pour toutes ces années où il a cravaché, où il a galéré. Et puis aujourd'hui, j'espérais le voir vraiment sur cette liste-là. Donc je suis un peu déçu pour lui et je suis déçu pour toutes les personnes qui soutenaient justement sa candidature en équipe de France. Rémi, très rapidement, c'était presque, on allait dire, maintenant ou jamais, en vue de la Coupe du Monde en tout cas, c'est les derniers matchs amicaux, il y aura encore des matchs de préparation juste avant la compétition, mais là tu joueras avec ton groupe, c'est un groupe qui est élargi pour Didier Deschamps, si là tu l'appelles pas, tu as quand même peu de chances de le voir dans l'immédiat en tout cas. En fait, les espoirs de voir Mathieu Hudol, il aurait fallu une mise à jour de logiciel de Deschamps, qui préfère partir avec des joueurs qui ont l'expérience commune d'avoir vécu des choses avec lui. Le seul tort de Mathieu Hudol, c'est de ne pas du tout avoir cette expérience-là. Parce que sur le terrain, son niveau, à très haut niveau, il est incontestable et il est aujourd'hui où il fait partie des meilleurs à son poste il lui manque le révélateur européen aujourd'hui. Voilà, parce qu'on l'a vu qu'en Liga, il flirte avec le top niveau. Et malheureusement, la Coupe du Monde est très proche et on a un entraîneur qui est assez conservateur dans ses choix. C'est-à-dire que Théo Hernandez, c'est un joueur qui n'évolue plus dans un championnat hyper compétitif, qui l'année dernière, il jouait encore en Italie, mais il était plus sur la pente descendante avec le Milan. Donc on pouvait potentiellement penser que Mathieu Hudol pouvait se faire sa place. En tout cas, effectivement, ce qu'on avait envie de voir ici. Bon, malheureusement, c'est pas le cas, mais on a un sélectionneur qui fait des choix qui se respectent également, parce qu'on voit les résultats compétition après compétition. Mais bon, c'est sûr que s'il y avait un moment pour faire cette Coupe du Monde, je pense que le train, il est en train de passer. Bertrand, on en a déjà parlé entre nous, histoire de refermer cette parenthèse Mathieu Hudol.
beaucoup de gens ont parlé de Mathieu Hudol, on en fait pas mal d'articles, on en parle un peu beaucoup, ça peut germer dans la tête du joueur. Est-ce qu'une déception, ça peut avoir une conséquence sur Mathieu Hudol, toi qui le connais bien ? Mathieu a prouvé de par son parcours qu'il avait une force en lui qui était quand même assez incroyable. On connaît son histoire et les 4 croisés et son retour, et il a toujours élevé son niveau. Donc je me dis qu'aujourd'hui, en fait, Mathieu, il est focus sur son projet au RC Lens, et que ça, c'était le petit plus. Donc ça va encore, je dirais, le renforcer et lui amener encore plus peut-être l'envie. Rémi le disait tout à l'heure en off, il y a un championnat d'Europe qui arrive. Oui, et un nouveau cycle, un nouveau sélectionneur, un joueur qui va faire la Ligue des Champions vraisemblablement l'année prochaine. Donc c'est pas mort. C'est mort pour cette Coupe du Monde très certainement avec ce sélectionneur. Mais il aura que 30 ans cet été. Demain. Voilà, donc bon. Très précis. Et il va encore connaître du football de haut niveau comme il n'en a encore jamais connu. Et il semble ne jamais en avoir marre de progresser. Donc voilà, je pense que de toute façon, il a vécu tellement de trucs beaucoup plus durs dans sa carrière que ça, il va passer au-dessus. Et pour conclure, par rapport à cela, effectivement, si le RC Lens se qualifie pour une compétition européenne, ce qu'on leur souhaite, et ce qu'on lui souhaite surtout au vu de la belle saison qu'il fait et qu'ils font, ça validerait tout le travail. Effectivement, il va emmagasiner encore cette expérience du très haut niveau, parce qu'il l'a sur le haut niveau. Et puis peut-être qu'il postulera, en tout cas on lui souhaite sur le futur. Mais la liste pour la Coupe du Monde, elle n'est pas encore connue, donc il y a encore quelques mois. Et puis il peut y avoir des blessures. Enfin, voilà. Je ne souhaite pas aux joueurs. Je ne pense pas qu'il est non plus très loin dans la hiérarchie des arrière-gauches français. Enfin, ouais. Je pense qu'à un moment donné aussi, quand tu arrives à ce niveau-là et que tu touches déjà les personnes qui parlent de toi pour l'équipe de France, je pense que Mathieu, dans sa tête, il va continuer à pousser, et je pense qu'il va aller chercher une petite place pour avoir au moins une sélection en équipe de France, et c'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. Loin des yeux mais près du cœur pour Mathieu Hudol, en tout cas sur ce plateau. On lui souhaite déjà bon anniversaire, parce que le temps qui tombe sur l'émission sera peut-être le jour J. Nous messieurs, on va passer à la suite parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire, c'est l'heure du focus. Et oui, on a parlé des belles années de Mathieu Hudol, que ce soit du côté du FC Metz ou maintenant du côté de Lens. Et il y en a qui ont tout à écrire, qui ont des belles années à vivre. Ce sont les 2 jeunes joueurs, Nathan Bala et aussi Believe Munongo. Avant de faire un petit focus sur chacun d'entre eux, messieurs, et notamment Rémi, c'est vrai que peut-être par la force des choses, on a envie de dire, mais Benoît Thavneau est un coach qui n'hésite pas à s'appuyer sur les jeunes et à les mettre titulaires en tout cas. On l'a vu avec Nathan Bala ce week-end, on l'a vu avec Believe Munongo il y a quelques semaines aussi. Ça fait partie de l'ADN de ce club. Là, on n'hésite pas alors. Peut-être à cause du contexte aussi. Oui, il y a plusieurs choses. Il y a le contexte et le fait que surtout ils répondent présent. Enfin, on peut tester des jeunes, ils peuvent jouer 3 minutes, être un tantinet décevant et on ne les revoit plus jamais. Parmi les rares points positifs qu'on peut voir dans cette phase de saison du FC Metz, on a 2 joueurs qui semblent avoir le niveau et le talent et qui semblent avoir les épaules pour tenir la pression. Parce que voilà, Mbala qui marque déjà en Ligue 1 à cet âge-là, et les buts ils sont loin d'être dégueulasses. Munongo qui tient quand même une place au milieu de terrain, alors pas dans une équipe qui gagne bien évidemment, mais en tout cas il est loin de faire tâche. Voilà, il y a peu de choses positives, mais le fait que Thavneau ait essayé ces jeunes-là et le fait qu'ils répondent présent est évidemment un indicateur qu'on aime beaucoup, parce qu'on se projette. Si tant est que le club, et il n'en a pas l'habitude ces dernières années, ne cède pas au plus offrant dès le premier coup de téléphone. Voilà, on n'est pas à l'abri de ça et on espère qu'on va voir un petit peu mieux. Et je pense qu'on va élargir le débat après là-dessus. Mais en tout cas, à l'instant T, il y a peu de bonnes nouvelles et de réjouissances du côté du FC Metz. Ces 2 gamins-là en font partie. C'est vrai qu'on peut se satisfaire de voir éclore ces jeunes du centre de formation. Petit focus sur Nathan Bala pour commencer. C'est celui qui fait le plus parler de lui, peut-être dans un passé très proche en tout cas. 18 ans, 6 matchs, 1 titularisation, 2 buts. C'est en moyenne 1 but toutes les 67 minutes. Avant de vous donner la parole, messieurs, Nathan, c'est un joueur qui state avec les professionnels, mais pas que. Et oui, il state aussi avec les équipes de jeunes. 3 buts et 5 passes D en 9 matchs avec la réserve, et 2 buts et 2 passes D avec les U19. C'est vrai qu'avec son 2e but du week-end, il y a seul Lennart Karl, qui est le jeune joueur en vogue en ce moment du côté du Bayern Munich, avec 4 réalisations, qui a marqué plus que l'attaquant messin. Encore une fois, on se base pour les joueurs qui sont nés en 2008 ou après dans les 5 grands championnats. Yanni, ce Nathan Mbala,
respire football et surtout, il respire la spontanéité, un peu l'insouciance, ce qui manque à cette équipe du FC Metz. Oui, exactement. L'insouciance, c'est très bien dit. C'est un jeune joueur qui est très bon, qui ne se pose pas de questions, que quand on lui donne des minutes, il fonce. Et ça se ressent, ça se voit. Et en plus de cela, il était gardien, c'est ça? C'est ça. Il y a quelques années. Donc c'est fou. C'est fou de voir un gardien qui évolue maintenant en tant que joueur offensif. Mais voilà, je suis très content pour lui. Je pense que c'est mérité. Je pense qu'il a beaucoup travaillé pour ça. Et aujourd'hui, quand il rentre sur le terrain, il répond présent. Et voilà, j'espère qu'il va continuer dans ce sens-là. Mais voilà, il a toutes les qualités pour réussir. Et aujourd'hui, il prouve qu'il peut avoir sa place dans l'effectif du FC Metz. Et il peut aussi montrer de très bonnes choses pour le futur. C'est vrai, Bertrand, qu'il y a cette histoire quand même, on avait dire aujourd'hui assez folle. Là, on commence à la connaître, que tout le monde la met en avant, mais il est gardien il y a très peu de temps. Finalement, on décide de le faire jouer, on se rend compte qu'il a un pied incroyable et il en est à marquer contre Auxerre et à marquer là ce week-end encore contre d'autres équipes. C'est je pense que c'est le genre d'histoire qu'ils doivent marquer quand on est à la formation, qu'on découvre ce genre de choses, non ? C'est une belle histoire. Effectivement, je rejoins encore une fois Rémi. Ça fait du bien dans cette ambiance plutôt morose au vu de la saison des Grenats. Et d'avoir un jeune du cru du territoire, qui est mosellan, qui vient de l'US Forbach, donc qui est partenaire du FC Metz dans le club FC Metz Moselle. Et effectivement, le fait qu'il y a 3 ans de cela, à peu près, et se dire qu'il était dans les buts et qu'il a basculé pour marquer 2 très beaux buts en Ligue 1, je pense qu'il y avait peu de personnes au club qui pouvaient imaginer ça dans un futur proche. Voilà, donc c'est une belle histoire. Bravo à Gaëtan Lenner de l'avoir propulsé sur le terrain, parce que c'est un titre de champion de France aussi à ce moment-là, des sections sportives. Donc Yeni a connu ces moments-là. Donc, et je crois que même Yeni est champion de France à Saint-Symphorien. Oui, si je dis pas de bêtises, parce que ça avait palmarès. Voilà. Non, mais tout le monde ne l'a pas. Tout le monde ne l'a pas. Bernard Zénier là. Il faudra qu'on lui pose la question. Celui qui aime bien mettre en avant. Il n'était pas au collège Arsenal, c'est venu plus tard. Mais bon, il a d'autres. Mauvais timing. Il a d'autres trophées, il a d'autres talents. Mais voilà, donc effectivement, ça fait partie d'une belle histoire. Il y a cet autre joueur, Believe Moulongo, dont on a parlé déjà un petit peu avant, Nathan Mbala. Ça a été un petit peu, on va dire, la surprise de Benoît Tavneau, qui l'a fait jouer dès le match face à l'Olympique Lyonnais, à ses 6 matchs de Ligue 1, déjà 4 titularisations tout de même, presque 300 minutes de jeu pour lui. Alors, pour le moment, on va dire que c'est un peu aléatoire, des fois les surrangs, des fois non, ce qui est normal. C'est le plus jeune de cette équipe, à peine 16 ans, quand il a commencé à jouer, Rémi. Surtout, se trouver une place face à ce milieu-là, dont on avait décrit plein de qualités au début, en tout cas sur le papier. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui, alors oui, il y a les blessures et les méforts, mais c'est un joueur qui aujourd'hui est aligné, alors qu'à ses côtés, il y a des Gauthier, des Demagué, des Stambouli ou encore des Boubacar Traoré qui ont déjà un beau bagage. Oui, et qui ont déjà pour beaucoup, certes, énormément déçus depuis le début de l'année. Et il est vrai que quand tu prenais cet effectif en août, tu ne voyais pas comment on pouvait contester la place d'un Traoré. Tu ne pensais pas que la saison de Stambouli allait se passer comme ça, c'est-à-dire sous-utilisée et puis malheureusement pour lui blesser. Et tu ne te doutais pas que 6 mois plus tard, tu allais régulièrement titulariser un gamin de 16 ans. Parce que on parle d'un joueur de 16 ans, mais épaississons un petit peu le truc. Au milieu de terrain, c'est encore plus impressionnant. Je veux dire, vous pouvez... Alors tous les postes sont importants au football, bien évidemment. C'est certainement pas à vous que je vais l'apprendre. Mais dans le milieu de terrain d'une équipe qui est en galère et qui cherche des repères constamment, avec un 11 qui n'est jamais bien défini, avec un mental qui est toujours défaillant, vous propulsez là-dedans en tant que titulaire à 16 ans, c'est quelque chose de vraiment remarquable de ne pas faire tâche. Et c'est ce qu'il réussit à faire. Donc moi je trouve que c'est clairement impressionnant. Alors il n'y a pas d'énorme fulgurance quand on regarde ce qu'il fait sur le terrain, mais il ne fait jamais tâche. Je veux dire que le ballon, il ressort toujours proprement de ses pieds. On ne voit pas, on a vu beaucoup de naïveté depuis le début de la saison du côté du FC Metz. On ne l'a jamais vu de sa part. Donc voilà, ça ne doit pas devenir demain le patron du FC Metz parce que laissons-lui le temps d'évoluer et de grandir. Mais voilà, en tout cas, c'est remarquable ce qu'il est en train de faire. C'était risqué de la part de Tavneau de le mettre. Alors,
peut-être pas pour l'équipe, parce qu'on ne peut pas sombrer plus bas qu'on ne l'est en ce moment collectivement, mais en tout cas pour lui, regardez ce qui est arrivé, alors c'est un autre poste, mais au gardien de Tottenham, qui n'avait pas d'expérience, qu'on a mis en Ligue des Champions, qui a fait 2 boulettes, qui est sorti au bout de 18 minutes, lui, son début de carrière, il va être compliqué. Le début de carrière de Mounongo aurait pu être très compliqué s'il n'avait pas été capable d'aligner des performances au moins honorables dans une équipe qui est complètement à la ramasse. Là, c'est loin d'être le cas. Au contraire, lui, il profite d'une équipe qui est complètement à la ramasse pour montrer qu'à 16 ans, il peut avoir le niveau de la Ligue 1. Donc c'est relativement intéressant et j'espère que ça pourra l'être intéressant pour l'avenir du FC Metz. Et je mets toujours beaucoup de guillemets là-dedans parce que jeunesse dorée, il y a un temps, le temps de Yeni notamment, où on pouvait s'appuyer sur la jeunesse dorée. J'espère qu'on peut encore le faire aujourd'hui. On va revenir justement sur ce cadre des contrats juste après. Je te lance là-dessus, Rémi, parce que vous n'étiez pas encore dans l'émission quand on en parlait déjà, mais il y a 2 ans, j'aime bien faire le comparatif avec Lamine Camara, dont on disait qu'il était utilisé mais pas assez bien entouré. Là, au-delà des performances de certains, c'est vrai que c'est un joueur qui va évoluer aujourd'hui, qui évolue dans un cadre où il est entouré par des joueurs d'expérience et qui ont quand même ce QI football qui manquait peut-être un peu plus au temps de Lamine Camara, où on lui demandait peut-être de porter un peu trop le FC Metz sur ses épaules. Ouais, Lamine Camara, le problème, c'est qu'on lui a demandé trop de choses. Et on le disait, il y a 2 ans ou 3 ans, on lui mettait une pression sur les épaules, on lui demandait de porter une équipe. On voyait ses qualités, et on les voit encore plus aujourd'hui. Enfin, regardez le joueur qu'il est devenu avec l'AS Monaco. Les matchs que fait Lamine Camara, qu'il a fait en Ligue des Champions ou qu'il fait contre le Paris Saint-Germain. Même avec le Sénégal. C'est assez extraordinaire, quand on voit la dimension qu'est en train de prendre ce garçon. Et l'erreur qu'a fait le FC Metz, alors c'est aussi par manque de moyens footballistiques à ce moment-là, c'est d'avoir trop mis de pression sur ce jeune-là. Les joueurs qui ont du talent, il ne faut pas leur donner les clés de l'équipe. Il faut les laisser évoluer. Dans un autre contexte, moi j'ai dit que Gauthier, je ne voulais pas lui donner le brassard de capitaine en début de saison, parce que j'estimais qu'il fallait le laisser grandir à ce niveau-là. Regardez, Gauthier, ça ressemblait à un fiasco, même si ça va mieux maintenant, mais parce qu'on lui a donné, à mon sens, trop de responsabilités. Les joueurs avec du talent, laissons-les s'épanouir, s'occuper d'eux-mêmes d'abord, avant de lui donner les clés d'une équipe. Donc Mounongo, certes, il joue à un poste et il affiche une maturité à cet âge-là qui est peut-être hors du commun. Mais demain, même s'il repart pour un challenge en Ligue 2 avec le FC Metz, c'est pas à lui de tenir l'équipe. Il faut des mecs qui ont plus de matchs à côté de lui, qui vont prendre les clés du camion et assumer les responsabilités des résultats. Surtout pas lui. C'est vrai que ces 2 joueurs n'ont pas encore de contrat professionnel avec le FC Metz. Yeni, le projet sportif du club est un peu remis en cause à juste titre par pas mal de personnes, dont les supporters, on en a parlé ces dernières semaines. La formation est clairement un point d'honneur de la part du FC Metz, de ses dirigeants, de tout le monde. Rater ces 2 joueurs-là, ce serait une catastrophe en soi. On ne peut pas passer à côté de ces 2 joueurs-là et il va falloir que l'officialisation tombe assez vite parce que là, je pense que l'entourage a déjà quelques mails, coups de téléphone, enveloppes et tout ce que vous voulez comme approche possible et inimaginable. Je pense aussi parce que c'est 2 joueurs de qualité. Chacun son profil, mais ça sera difficile de les garder malheureusement, je pense, parce que si le FC Metz descend en Ligue 2, ces joueurs-là ont prouvé en Ligue 1. Donc ça sera difficile de convaincre à ces joueurs-là de se faire une place en Ligue 2 ou de prendre les responsabilités d'une équipe qui évolue en Ligue 2. Donc forcément, il y aura beaucoup de sollicitations. Ces joueurs-là vont être convoités, d'autant plus qu'ils n'ont pas de contrat. Donc forcément, les requins, entre guillemets, vont en profiter. Donc après, c'est à eux, à leur entourage aussi, de voir quel projet il peut y avoir. Pour moi, rester à Metz, ce serait bien pour leur développement. Pour qu'ils engrangent aussi beaucoup d'expérience. Mais voilà, on vit dans un monde aujourd'hui où les choix, malheureusement, quand tu es jeune joueur, tu réponds forcément aux appels de grands clubs en Angleterre ou un peu plus de contrats où il y a beaucoup de chiffres dans les pays un petit peu exotiques. Donc c'est aujourd'hui notre société qui est comme ça, c'est le football qui est comme ça aujourd'hui. Donc à eux d'avoir la tête sur les épaules et de choisir le meilleur projet pour leur avenir. Mais en tout cas, il faut encore féliciter le centre de formation qui nous offre justement ces talents. On avait justement parlé de ça, qui avait de moins en moins de jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sortent de plus en plus. Et voilà, il faut féliciter encore une fois de plus le centre de formation pour le travail qu'ils accomplissent. Bertrand, l'expression n'est pas seulement une phrase bateau, à ne pas brûler les étapes. C'est vrai qu'il va falloir aussi peut-être un petit peu faire entendre à ces jeunes joueurs que partir tout de suite, je ne sais pas dans quel club et si des clubs sont sur la table, mais que partir tout de suite, c'est peut-être pas forcément le bon plan pour un jeune en développement. C'est le genre de message qu'il faut faire passer à cet âge-là en tout cas.
Il va falloir que le FC Metz et les dirigeants soient vraiment persuasifs, effectivement. Après, je dirais chaque histoire est différente. Il y a des garçons qui réussissent ailleurs, il y a des garçons qui réussissent dans leur club formateur. Il faut que toutes les planètes soient alignées. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et effectivement, Yeni en est le parfait exemple. Hein. Il est issu de la formation et du coup, il a intégré cette équipe professionnelle pour ensuite, après, vivre d'autres expériences, entre autres en Angleterre. Mais ça s'est fait step by step, en fait. Donc, l'entourage est très important. Le projet messin est important et c'est là, effectivement, où on se questionne en ce moment, parce que ça fait des années que ça dure, et est venu se rajouter aussi le contexte économique avec donc les droits télé qui viennent donc changer la donne, forcément, où on accélère les ventes et du coup le FC Metz ne peut pas bénéficier du bon travail qui a été fait au centre de formation, comme le disait Yeni. C'est un centre qui sort régulièrement des joueurs. Parce que si certains n'ont pas éclos tout de suite au FC Metz, je pense à Kylian Sidilia qui joue au PSV d'Eindhoven, aux Pays-Bas, je pense à William Michael Brancis qui a fait quelques apparitions mais qui joue à Hambourg en Bundesliga. Voilà, je pourrais vous en citer encore d'autres. Et le petit Atta, enfin le grand Arthur. Donc, par contre, on commence à savoir que ce qui toque à la porte, c'est pas juste pour distribuer des calendriers avec des chatons dessus, quoi. Effectivement, il peut encore franchir un palier. Il joue en Italie, donc on a Georges Mikotadze même. Alors ces garçons-là, effectivement, ont pu un petit peu se montrer. Georges, au départ, c'est des prêts à Serein. C'est même un deuxième prêt à Serein. Ouais. Et je serais mis sur ce sujet-là. Le deuxième prêt à Serein. Non, mais donc forcément, je partage complètement. Mais ce que je reviens sur ce que je disais au départ, c'est que je pense qu'il y a chacun a son parcours, a son chemin. Et nous, ce qu'on espère en tant que Grenat, en tant que Messin, en tant que personne qui aime le FC Metz, c'est que ces garçons-là, en fait, puissent poursuivre et confirmer, parce que là, pour l'instant, ils ne se posent pas de questions, mais c'est là que ça va devenir difficile. Yeni l'a connu, ce moment-là, de pouvoir... parce que les attentes, même si tu as raison, il ne faut pas s'appuyer, donc Rémi, sur le fait qu'on leur donne les clés du camion et la responsabilité, mais maintenant, ils vont être attendus, entre guillemets, au tournant, parce qu'on va attendre d'eux ce qu'ils ont fait de bien, là, maintenant. Non, mais clairement. Mais en fait... Il ne faut pas que le FC Metz se rate ce virage. Il y en a énormément qui ont été ratés et il faut prendre en compte quelque chose qui devient primordial, c'est la rupture avec le public. Enfin, elle est consommée. Je pense qu'elle a été très longue, l'histoire d'amour entre le public et le FC Metz. Là, elle est en train de se fissurer. Et le public n'accepterait pas que ces deux gamins-là partent pour n'importe quel club sans signer de contrat pro. Parce que si on doit lui vendre un nouveau cycle, il faut à minima lui vendre un cycle qui lui ressemble à ce public-là. C'est-à-dire le cycle de ta génération qui avait gagné la Gambardella, qui est reparti du championnat national vers la Ligue 1. Vous ne l'auriez pas réussi si Greg Proman, si Sylvain Marchal, si Kevin Lejeune n'avaient pas renforcé cette équipe, parce que tu ne te bats pas dans ces divisions-là si tu le fais qu'avec des gamins de 19 ou 20 ans. On est bien d'accord. Pour autant, si on doit vendre encore un éternel nouveau cycle, alors il faudra quand même avoir du courage pour l'avaler, parce que je pense qu'on en a marre et on l'a consommé du côté des supporters. Je pense qu'on ne l'accepterait pas si on ne faisait pas l'effort de garder ces gamins-là. On peut dire que c'est difficile, on peut dire qu'il y a les droits télé, on peut dire tout ce qu'on veut, mais le contexte du football de très haut niveau est très difficile. Et c'est aussi une compétition que le FC Metz doit de temps en temps gagner. Il la perd tout le temps. La compétition des transferts, la compétition de l'attractivité, la compétition de tout ce que vous voulez, avant même la compétition sur le terrain de football. Donc il est temps qu'il se montre un petit peu plus conquérant là-dessus. J'ai du mal à y croire, parce que ça fait tellement de défaites sur ces terrains-là que demain, je sais comment ça va se passer si un club anglais vient taper à la porte de l'entourage de ces gamins-là qui n'ont même pas encore de contrat. Je sais ce que ça peut générer. Mais il faut qu'à un moment donné, le club trouve les arguments. C'est son job, c'est difficile, mais il faut qu'il le fasse. Parce que s'il doit demain démarrer un nouveau cycle en Ligue 2, si cela doit être accepté par des tribunes qui ne chantent même plus, et moi je les comprends qu'elles ne chantent plus, ça doit se faire avec des gamins qui sortent de ce formation, et ce sera plus facile. Parce que si ça fonctionne avec ces gamins-là, et d'autres,
J'ai parlé des joueurs qui doivent venir encadrer cette équipe-là. L'histoire pourra peut-être essayer de redevenir belle. Pour l'instant, on est en train de partir en vrille, cette histoire-là. Et elle part en vrille, pourquoi ? Parce que Maggio, qu'on a annoncé comme un phénomène, il est déjà plus là. Parce que des cas comme ça, on peut en citer malheureusement de plus en plus. D'ailleurs, petite parenthèse, Brahim Maggio qui n'a toujours pas joué avec Aston Villa. Je crois qu'il y a des problèmes encore administratifs aujourd'hui. Le joueur n'a toujours pas joué. Le message, c'est ne pas rater ce virage. Il est plus important que la qualité sportive de ces gamins-là. On parle de symbolique, là, on parle d'amour entre un peuple et un club qui a tenu énormément. Et là, si le club ne se rend pas compte qu'il y a une rupture, il faut faire l'effort sur ces gamins-là. C'est essentiel. Pour renforcer tes propos, et tu le disais à juste titre tout à l'heure, Aymeric, ça fait partie de l'ADN du club, ça fait partie d'un des piliers. La formation, on en parle, le vaisseau amiral, c'est la formation. Donc là, maintenant qu'on a ces garçons-là qui montrent des choses en Ligue 1, et de toute façon, au vu du contexte actuel, les clubs, ils doivent s'appuyer sur leur formation. C'est forcément un levier fort. Et bien entendu, comme tu le disais là récemment, enfin tout de suite, c'est que le public messin a besoin de s'identifier à ces garçons. Believe Monongo, il est messin. Lui est de Forbach, Believe a joué à Plantière, a joué à Bellecroix. Et ça donne des séquences comme là tout à l'heure où on parle de Mathieu Hudol. Exactement. En fait. Et aujourd'hui, je pense que qu'il soit au club ou non, peu importe ce qui a pu se passer sur la fin, je pense que quoi qu'il arrive, quand tu es le FCS, tu as une petite fierté d'entendre un de tes joueurs qui a fait toutes ces gammes chez toi être au port de l'équipe de France. Tout à fait. C'est beau, j'adore quand c'est validé comme ça. Malheureusement, on l'a dit, cette génération dorée arrive un petit peu dans un contexte particulier. Alors c'est peut-être ce qui permet de leur donner leur chance, mais le championnat, lui, reprend ses droits dès ce week-end. Nouveau rendez-vous pour le FC Metz, on va en parler tout de suite dans le journal de la Ligue 1. Et oui, il y aura un match ce week-end, 27e journée de championnat face au Stade Rennais. L'occasion de recroiser le chemin d'un certain Esteban Le Paul. On va regarder ses statistiques. Il fait partie des meilleurs buteurs de cette Ligue 1, tout simplement 26 matchs, 14 buts, 3 passes décisives. C'est un but toutes les 142 minutes pour ceux qui sont à fond derrière les statistiques. Bertrand, très rapidement, sur ce profil, on a parlé de Believe Monongo, Nathan Bala, il ne faut pas les laisser partir parce que des fois, il se peut, et ça arrivera dans tous les clubs, ça arrivera encore, tu peux passer à côté de certains profils comme celui-là. Oui, et puis on le connaît bien, Esteban, parce qu'Esteban, dans son histoire, il jouait à Colmar quand moi j'étais en préformation. Donc on l'a affronté, donc c'est un garçon qu'on avait coché. On souhaitait qu'il rejoigne le centre de formation du FC Metz. Il avait fait le choix d'aller au Pôle Espoir. Et donc le Pôle Espoir, à un moment donné, vous avez des opportunités comme le petit Rémi Imbert qui a signé à l'Olympique Lyonnais. Ça a été le cas d'Esteban. Donc Esteban est parti faire sa formation donc à l'Olympique Lyonnais, qui est l'un des meilleurs centres de formation avec le Stade Rennais, en l'occurrence, pour ne citer que. On peut penser aussi à l'AS Monaco, le PSG, il y en a d'autres. Et donc Esteban, à la fin de son parcours à Lyon, il ne décide de ne pas le faire signer pro. On est en 2020, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Moment difficile pour lui dans sa vie personnelle parce qu'il perd son papa à ce moment-là. Et donc, effectivement, il vient, je sais qu'il fait la reprise avec nous au centre de formation avec l'équipe réserve. C'était Grégory Proman à l'époque. Et donc, bien entendu, d'avoir un garçon de ce niveau-là, ça aurait été intéressant. Et ça avait été validé d'ailleurs par Grégory Proman et le staff du centre de formation. Mais il avait 20 ans et donc c'était un contrat professionnel. Et finalement, il est parti sur Épinal. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des histoires qui font que peut-être aujourd'hui, si Esteban est à ce niveau-là, c'est qu'il est passé par ce chemin-là. Il n'y a pas des chemins tout droits. Yeni a eu ce chemin, voilà, où il est venu. Tu joues à Besançon avant d'intégrer le FC Metz. Et puis après, il y a eu son parcours, je dirais, linéaire. Et puis il y en a d'autres qui prennent des chemins un peu plus sinueux. En tout cas, je suis content pour lui de sa réussite. Et parce qu'après Épinal, il part à Orléans, il revient à Épinal pour aller à Angers. Et finalement, le voilà au Stade Rennais. Bravo, mais en tout cas, c'est un garçon qui était dans nos radars quand j'y étais. Et donc, je suis content de voir son parcours et d'être
à ce niveau-là aujourd'hui. Désormais au Stade Rennais, d'ailleurs, qui est le prochain adversaire du FC Metz, on l'a dit. On va rapidement regarder les statistiques de cette équipe de Rennes. On va voir un petit mot dessus sur le peu de temps qui nous reste. 7e de Ligue 1, 12 victoires, 7 nuls, 7 défaites, 43 buts inscrits pour 39 buts encaissés. On a justement ce meilleur buteur, Esteban Le Paul, 14 buts, Moussa El Tamari, meilleur passeur. Yenny, c'est vrai que cette équipe de Rennes, on l'a vu depuis plusieurs années, c'est l'équipe qui a du mal à passer un cap. Quand même, on les voit souvent surfer avec ses places européennes, il y a un petit coup de moins bien. Là, il y a Franck Hez qui est arrivé, donc il y a eu d'abord la victoire face au Paris Saint-Germain avant qu'il arrive. Ensuite, il est arrivé. Bon, il y a cette défaite face à Lille le week-end dernier, mais ça reste une équipe qui est en forme en ce moment. Ouais, c'est une équipe qui est solide, qui reprend un petit peu des couleurs. Et voilà, il faudra se méfier, comme tous les autres adversaires, mais un peu plus de Rennes parce qu'ils sont sur une très bonne dynamique, à part le dernier match qu'ils ont perdu contre Lille. Et quand tu as des joueurs comme Esteban Le Paul ou bien même des Ludovic Blas qui comptent dans leur effectif, c'est une équipe qui est très joueuse. Mais c'est vrai que voilà, Rennes a du mal justement à passer ce cap-là d'équipe phare qui vient juste après Marseille, après le PSG. Mais ça se construit, ça se construit petit à petit. C'est une équipe qui fait ces dernières années beaucoup l'Europe. Donc voilà, ça reste quand même un grand club, ça reste une grosse écurie du championnat de France. Pour regarder les images, se rappeler du match aller où s'était passé pas mal de choses. Alors je pourrais vous parler de la fameuse affaire Kofi Kouao, je pourrais aussi vous parler de ce ballon sauvé par Jean-Philippe Bamin de manière assez magistrale sur la barre transversale, le raté de Terry Yegbe. Rémi, au-delà de tout ça et de ce match aller, qui malheureusement a été une défaite 1-0 pour le FC Metz, but de Valentin Rongier en début de rencontre. Le FC Metz est malheureusement pour nous à la lutte face à la médiocrité. C'est en train de faire un peu parler en ce moment. Ne pas faire une Montpellier, le FC Metz est en train d'en faire une et c'est pas forcément, on va dire, le match idéal pour tenter de relancer quoi que ce soit, même s'il va falloir à un moment donné, comme le dit Benoît Thavenot, juste assumer et faire face. Ouais, parce que c'est quoi le match idéal aujourd'hui? Il n'y a pas d'adversaire idéal pour le FC Metz. On a bien vu que quand c'est une équipe surpuissante, le FC Metz prend l'eau, 3-0 au Parc, 3-0 contre Lyon. Quand c'est un concurrent direct comme Auxerre, on a vu le résultat. Quand on cherche du leurre, on se dit que le match contre Toulouse était pas mal parce qu'on a vu une réaction, on a vu des buts. Alors ça reste évidemment une défaite et une immense déception. Voilà, moi j'espère qu'aujourd'hui le message qui est inculqué aux joueurs du FC Metz, c'est pas de faire en sorte de ne pas être la pire équipe de l'histoire. Et alors je ne sais pas quel levier peut avoir Benoît Thavenot pour insuffler de la confiance aux joueurs et de leur laisser entendre que le maintien, aussi miraculeux soit-il, est encore possible. Mais bon, il faut affronter le Stade Rennais, il faut se fader Mady Camara, Esteban Le Paul, Valentin Rongier. Il faut dire qu'on sort dans une phase où, malgré la défaite à Lille, c'est une équipe qui enchaînait les résultats plutôt impressionnants. Bon, compliqué d'être positif, mais en tout cas, ce match, comme tous les autres qui vont suivre, il va falloir le jouer, il va falloir se fonder sur ce qui a réussi. Et allez, on va se dire que cette semaine, on peut se fonder sur plus de choses que la semaine passée, parce que contre Toulouse, finalement, il y a eu 3 buts, il y a eu quelques révélations, il y a eu quelques mouvements, il y a un Gauthier qui va bien mieux, il y a un Mbala qui marque des buts. Bon, il n'y a toujours pas de gardiens qui font des arrêts, mais je cherche, comme nous tous, les versions positives. On en a cherché beaucoup avant le match contre Lens, parce qu'on s'est dit, tiens, Lens s'est fait éliminer en Coupe de France, peut-être que... on a vu le résultat. Voilà, on va assumer, comme dit Benoît Thavenot, parce qu'aujourd'hui, s'il doit y avoir des miracles, de toute façon, il faut bien commencer à un moment, donc pourquoi pas Rennes. Et malheureusement, pour ne pas briser les quelques espoirs qui peuvent encore subsister de part et d'autre, Nathan, c'est vrai qu'en termes de statistiques, c'est pas en faveur du FC Metz. Il n'y a que l'équipe de AVS au Portugal, le club de Vila das Aves, qui fait pire en termes de points avec 10 points. Metz est l'équipe avec le plus fort taux de défaite, 73% dans le top 5 européen. Alors évidemment, on est à la recherche et le mot du moment, c'est le mot levier. Yenny, c'est vrai que sur ce dernier match, on en a parlé, défaite 4-3, après avoir une nouvelle fois débuté de manière catastrophique, 2-0 au bout d'un quart d'heure. Mais derrière, il y a eu, on va dire, une réaction un peu... inattendu. Il y a eu cette égalisation à la 88e, ce but malheureux dans le temps additionnel. On va regarder la compo du week-end dernier.
La seule réaction qu'on a pu voir ces dernières semaines, elle est là, c'est-à-dire qu'il faut se baser sur ça pour Benoît Taveneux, sur cette composition d'équipe, notamment avec Jean-Philippe Bama au milieu de terrain, avec Nathan Bala, Titashvili qui a aussi été décisif, ce genre de joueur. Se baser sur la compo, je ne sais pas. Après, Habib, je ne sais pas comment il est en ce moment. Il était un petit peu blessé sur le dernier match, voilà, un peu incertain. Il était incertain, donc bon, c'est vrai que comme on en parlait, mettre un Nathan Bala sur ce genre de match-là, c'est lui donner aussi beaucoup de responsabilités. Il a répondu présent face à Toulouse, ce qui est une très bonne chose, mais je pense que voilà, Habib Diallo qui peut revenir à 100% peut aussi aider, mais se baser justement sur la réaction qu'ils ont pu avoir contre Toulouse et la dynamique. Malheureusement, ce but du 4-3 fait mal dans les têtes, mais je pense que la réaction a été très bonne. Le match après les 15 premières minutes a été correct. Je pense qu'il y a beaucoup de choses positives à prendre de ce match-là. Il faut le transférer justement sur ce match de Rennes et essayer d'être un peu plus solide défensivement et moins encaisser de buts, parce que bon, si tu n'encaisses pas de buts, forcément tu auras plus de chances de gagner les matchs et voilà, face à une équipe de Rennes ça sera compliqué, mais voilà, avoir cette assise défensive qui est assez solide et essayer de faire un hold-up, de marquer un but. On prend tout. Voilà, on prend tout aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas de calcul à faire. Il faut jouer les matchs. De toute façon, dans tous les cas, il faut jouer les matchs. Et dans tous les cas, voilà, on est un petit peu au fond du trou, mais que je reste optimiste et je sais que 6 points, c'est beaucoup, mais peu à la fois. Et il y a toujours moyen de sortir de cette dynamique négative. Bertrand, on ne va pas s'éterniser sur le propos, mais tout un petit peu, il y a une trêve qui arrive juste après, donc c'est aussi peut-être l'occasion pour le FC Metz de se donner des bases de travail et avoir le temps de les retravailler, mais surtout essayer de ne pas gamberger. Ça va peut-être être ça aussi le levier de ce match-là, c'est peut-être de ne pas sombrer une nouvelle fois pour éviter pendant 2 semaines de se remémorer, de ne pas pouvoir réagir justement. Dans les propos de Rémi et de Yeni, il y a des choses positives sur l'animation offensive. On a vu 3 buts, on a vu des mouvements. Ça a emmené un petit peu le stade qui est bien triste ces derniers temps. Mais il nous faut aussi. Oui, bien sûr. On est dans le stade, donc on était contents, bien entendu. Maintenant, Yeni en parlait aussi là. Il faut absolument retrouver avoir, ouais, c'est ça. On est à la 27e journée, hein, c'est ça ? C'est la 27e qui arrive. Et c'est pour ça que ça m'embête de dire ça, mais trouver une assise défensive pour qu'on ne prenne pas l'eau, parce que là, il y a trop de buts d'encaisser. Donc, effectivement, la trêve qui va